Êtes-vous vraiment sûr que ce petit cachet blanc dans votre armoire à pharmacie soit votre meilleur ami? Imaginez un instant. Chaque matin, des millions de personnes à travers le monde, peut-être vous, peut-être vos parents, avalent un petit comprimé d'aspirine avec un verre d'eau. Ils le font avec la conviction inébranlable que ce geste leur prolonge la vie et protège leur cœur. Mais, et si je vous disais que, pour un nombre impressionnant de ces personnes, cette habitude équivaut à un pari risqué, à une véritable roulette russe? Ces dernières années, de nouvelles données ont secoué le monde médical, nous forçant à revoir absolument tout ce que nous pensions savoir sur l'aspirine cardio. Aujourd'hui, nous allons faire éclater la vérité. Nous allons décortiquer à qui ce comprimé sauve réellement la vie et qui il pourrait être en train de tuer, lentement mais sûrement. Préparez-vous, car certains de ces faits pourraient bien vous choquer et vous pousser à vérifier le contenu de votre trousse de secours immédiatement. Mais avant de plonger dans ces révélations troublantes, comprenons vite à qui nous avons affaire. L'aspirine, ou acide acétylsalicylique, est un véritable vétéran de la pharmacologie. Son histoire remonte à l'écorce de saule, mâchée par les Grecs de l'Antiquité pour soulager la douleur. Sous la forme que nous connaissons aujourd'hui, elle est apparue à la fin du XIXe siècle grâce à la firme Bayer. À l'origine, ce n'était qu'un simple antidouleur et un antipyrétique. Pourtant, au milieu du XXe siècle, les médecins ont remarqué un effet secondaire étonnant. Les patients qui prenaient de l'aspirine subissaient moins d'infarctus. Cette découverte a transformé ce médicament peu coûteux en véritable étalon or de la prévention cardiovasculaire. On croyait avoir trouvé la panacée. Mais comme souvent en médecine, toute médaille a son revers, et celui-ci est resté longtemps un secret qu'on se chuchotait à voix basse. Pour saisir l'ampleur du problème, il nous faut comprendre le mécanisme. Mais ne vous inquiétez pas, je vous promets que nous allons le faire simplement, sans termes compliqués. Alors, imaginez vos vaisseaux comme une autoroute bien encombrée. Les plaquettes, ces cellules du sang, ce sont nos petites équipes de dépannage. Leur mission? Boucher illico la moindre fuite, la moindre fissure. Quand vous vous coupez, ces plaquettes se précipitent sur le lieu de l'accident. Elles s'agglutinent et forment un pansement, ce que l'on appelle un caillot. C'est ce qui nous empêche de nous vider de notre sang. Eh bien, l'aspirine, dans tout ça, agit un peu comme une huile de moteur spéciale qui viendrait lubrifier nos équipes de dépannage. Elle rend les plaquettes beaucoup moins collantes. Elles se mettent à glisser les unes sur les autres et n'arrivent plus à s'accrocher aussi facilement. Pour une personne menacée d'infarctus, où un caillot pourrait bloquer le flux sanguin vers le cœur, c'est absolument vital. L'aspirine, dans ce cas, empêche l'énorme bouchon de se former sur notre autoroute vitale. Mais attention, imaginez maintenant ce qui arrive si ces équipes de dépannage s'arrêtent de fonctionner complètement. La moindre petite égratignure, la plus microscopique des fissures à l'intérieur de nos vaisseaux, peut se transformer en un problème majeur que l'organisme ne pourra plus colmater seul. C'est là, précisément, que réside la source de tous les ennuis dont nous allons discuter dans un instant. Mais abordons maintenant la distinction la plus cruciale. C'est quelque chose que vous devez retenir absolument. En médecine, on parle de deux types de prévention, la prévention primaire et la prévention secondaire. Oui, ça peut paraître un peu rébarbatif, mais croyez-moi, c'est fondamental. La prévention secondaire, c'est la situation où le mal est déjà fait, c'est-à-dire que la personne a déjà eu une crise cardiaque, un AVC, qu'elle a un stent ou qu'elle a subi une opération du cœur. Dans ce cas, la maladie s'est manifestée, l'ennemi est déjà en place. Et là, l'utilité de l'aspirine est absolument incontestable. Elle sert à éviter une seconde catastrophe. Le risque de décéder d'une deuxième attaque est bien plus élevé que les risques liés aux effets secondaires du médicament. Sur ce point, les médecins sont catégoriques. Il faut le prendre. Mais attention, il y a la prévention primaire. C'est quand vous vous sentez en pleine forme, que vous n'avez jamais eu de soucis cardiaques, mais que vous prenez de l'aspirine par précaution. Peut-être parce que votre grand-père le faisait ou que la voisine vous l'a conseillé. Et c'est exactement là que la science a fait un tournant décisif.
Les études récentes ont démontré que, pour les personnes en bonne santé, les risques associés à la prise d'aspirine sont souvent supérieurs aux bénéfices potentiels qu'on pourrait en tirer. Abordons un tournant majeur. En 2022, un influent groupe d'experts américains en prévention a publié de nouvelles recommandations qui ont fait l'effet d'un véritable coup de tonnerre. Ces experts ont affirmé que les personnes de plus de 60 ans ne devaient plus commencer à prendre de l'aspirine dans le cadre de la prévention primaire des maladies cardiovasculaires. Réfléchissez-y. Auparavant, passé un certain âge, ce médicament était presque systématiquement prescrit. Aujourd'hui, les spécialistes opposent un non catégorique. Quelle en est la raison? C'est simple. La statistique est implacable. Le nombre d'infarctus évités chez les seniors en bonne santé s'est avéré dérisoire par rapport au nombre d'hémorragies internes graves causées par la prise régulière de ce traitement. C'est l'exemple parfait où vouloir prévenir l'incendie cause, au final, plus de dégâts à la maison que le feu lui-même, un feu qui, très probablement, n'aurait jamais démarré. Et qu'en est-il des personnes d'âge moyen? Le groupe des 40 à 59 ans se retrouve dans ce qu'on appelle la fameuse zone grise. Dans ce cas, les médecins sont catégoriques, tout est individuel. Si vous avez plus de 40 ans et que vous envisagez de prendre de l'aspirine pour votre cœur, vous ne pouvez pas simplement l'acheter librement. Cette décision nécessite une évaluation rigoureuse des risques. Le médecin doit impérativement évaluer votre taux de cholestérol, votre tension artérielle, la présence ou non de diabète, votre statut de fumeur et votre historique familial. Si le risque de subir un infarctus du myocarde au cours des 10 prochaines années dépasse 10%, alors, et seulement alors, le praticien peut considérer la prescription d'aspirine. Mais même dans cette situation, cela reste un numéro d'équilibriste. Pour cette tranche d'âge, le bénéfice de l'aspirine en prévention primaire est jugé modeste, voire faible. En clair, vous prendriez ces comprimés quotidiennement pendant des années, avec un gain minime pour votre santé, tandis que le risque d'hémorragie, lui, ne disparaît jamais. Abordons maintenant l'ennemi principal, celui que nous entretenons sans le savoir lorsque nous prenons notre aspirine. Je parle bien sûr des hémorragies digestives. Notre estomac est un environnement agressif, rempli d'une forte acidité. Ses parois sont naturellement protégées par une couche spéciale dont la production est régulée par certaines enzymes. L'aspirine, en bloquant l'action de nos plaquettes sanguines, bloque aussi au passage ces enzymes protectrices. Le résultat est simple. La muqueuse de l'estomac devient sans défense face à sa propre acidité. Imaginez que vous retiriez votre bouclier juste avant une bataille. Avec le temps, cela peut créer des érosions puis des ulcères sur les parois. Le plus effrayant, c'est que ces ulcères peuvent être totalement silencieux. Vous ne ressentez aucune douleur, aucune aigreur, pas même de brûlure d'estomac. Le premier symptôme visible peut être une faiblesse soudaine et inexpliquée, ou, pire encore, des vomissements qui ressemblent à du marc de café, ou bien des selles complètement noires. Ce sont là des signes qu'une hémorragie massive est déjà en cours, et pour nous, les personnes d'un certain âge, un tel état d'urgence peut malheureusement être fatal. Mais l'estomac n'est qu'une partie du problème. Il existe un autre risque, bien plus grave même s'il est moins fréquent. Je veux parler de l'accident vasculaire cérébral, l'AVC hémorragique. On nous a toujours dit que l'aspirine protégeait contre l'AVC. C'est exact, mais uniquement contre l'AVC ischémique, celui où un caillot sanguin bloque une artère dans le cerveau. L'aspirine agit en empêchant la formation de ce caillot. Mais il y a aussi un deuxième type d'AVC, l'hémorragique. C'est le cas inverse. Un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt et provoque une hémorragie, une fuite de sang. Or, si vous prenez de l'aspirine, comme vous le savez, votre sang est moins apte à coaguler. Si par exemple, à cause d'un pic de tension, une artère éclate, il sera alors extrêmement difficile pour le corps d'arrêter ce saignement. Le sang va se répandre et inonder les tissus du cerveau. C'est là que réside le paradoxe. En cherchant à vous protéger d'une forme d'AVC, vous augmentez même très légèrement le risque d'une autre forme potentiellement plus mortelle. Beaucoup d'entre vous pensent sûrement « mais moi, j'achète de l'aspirine spéciale, celle dite cardio, enrobée, qui se dissout dans l'intestin, donc elle est sans danger pour mon estomac. »
C'est l'un des mythes les plus tenaces de notre époque. Les spécialistes du marketing ont fait un excellent travail en créant cette parfaite illusion de sécurité. Certes, l'enrobage gastro-résistant protège l'estomac du contact direct avec l'acide contenu dans le comprimé. Mais rappelez-vous le mécanisme d'action dont nous avons parlé plus tôt. L'aspirine est absorbée dans le sang et agit de manière systémique. Elle va bloquer la production des prostaglandines protectrices dans tout l'organisme, y compris au niveau de l'estomac. Autrement dit, peu importe l'endroit où le comprimé s'est désintégré, les dommages causés à la muqueuse protectrice de l'estomac arrivent via la circulation sanguine. Les études cliniques menées sur des milliers de patients n'ont pas montré de différence significative dans la fréquence des saignements entre l'aspirine classique et l'aspirine dite enrobée ou gastro-résistante. Alors ne vous laissez pas berner par un bel emballage. Attardons-nous maintenant sur un point absolument crucial, la posologie. Aux États-Unis comme en Europe, la dose standard de l'aspirine dite pédiatrique est de 81 mg, 80 mg. Chez nous, les dosages les plus fréquemment prescrits sont de 50, 75 ou 100 mg. Et dans ce cas précis, la règle est formelle. Plus n'est pas synonyme d'efficacité accrue. Pour obtenir l'effet préventif recherché, c'est-à-dire la protection cardiovasculaire, seule une dose minimale est nécessaire pour désactiver les plaquettes. Augmenter cette dose à 325 ou 500 mg, soit la quantité que l'on trouve dans un cachet standard pour les maux de tête, n'améliore absolument pas votre protection cardiaque. En revanche, cela augmente considérablement, voire colossalement, le risque d'hémorragie. Si vous suivez un traitement à l'aspirine pour votre cœur, vérifiez qu'il s'agit bien d'une formule à faible dosage. Prendre une demi-dose ou essayer de couper un comprimé d'aspirine standard en deux est une très mauvaise idée. Vous n'arriverez jamais à casser la tablette de manière précise, et la dose que vous absorberez sera irrégulière et variera constamment. Mais que se passe-t-il si vous prenez des antidouleurs pour soulager l'arthrite ou vos douleurs lombaires? On se retrouve face à un conflit d'intérêts potentiellement dangereux. Les médicaments comme l'ibuprofène ou le naproxène appartiennent au même groupe que l'aspirine. Si vous prenez de l'ibuprofène, il peut venir se fixer sur la plaquette sanguine, à l'endroit précis qui était destiné à l'aspirine. Du coup, quand l'aspirine arrive finalement à destination, la place est déjà occupée et le médicament ne peut tout simplement pas faire effet. Votre cœur se retrouve alors sans protection. S'il est absolument essentiel pour vous de prendre un antidouleur, les médecins conseillent de le faire au moins 2 heures après la prise d'aspirine. Mais l'idéal est de toujours discuter de votre stratégie antidouleur avec votre médecin si vous êtes cardiaque, pour ne surtout pas neutraliser l'action d'un médicament vital. Permettez-moi d'aborder un sujet important, la consommation d'alcool. Quel rapport me direz-vous avec nos médicaments? Eh bien, l'association de l'aspirine et de l'alcool est un véritable cocktail détonnant pour votre estomac. L'alcool irrite la muqueuse gastrique, cette paroi protectrice. Quant à l'aspirine, comme nous le savons, elle fragilise encore cette défense naturelle et augmente la tendance au saignement. Si vous consommez régulièrement de l'alcool, même en quantité modérée, tout en suivant votre traitement à base d'aspirine, le risque d'hémorragie gastrique est multiplié. Qui plus est, il existe des preuves que l'alcool prolonge et amplifie le temps de saignement. Par conséquent, cette habitude d'accompagner le dîner d'un verre de vin après avoir pris votre aspirine du matin doit faire l'objet d'une réévaluation très sérieuse et d'une consultation avec votre gastro-entérologue. Il existe aussi un phénomène dont on parle rarement, la résistance à l'aspirine. Imaginez la situation, vous prenez vos comprimés très sérieusement, vous supportez même les effets secondaires et pourtant, ils n'agissent pas. Selon les études, entre 10 et 30% des patients peuvent être totalement insensibles à l'effet de l'aspirine. Leurs plaquettes sanguines continuent de s'agglutiner, ignorant complètement le médicament. Cela peut être dû à la génétique, au diabète ou même à un excès de poids. On se retrouve donc dans une situation où la personne vit avec un faux sentiment de sécurité. Les médecins peuvent le suspecter si le patient subit une nouvelle thrombose alors qu'il prend son traitement normalement. Dans ce genre de cas, l'aspirine est remplacée par d'autres antiagrégants.
Malheureusement, il est pratiquement impossible de savoir si on est résistant avant de faire des analyses très spécifiques. Parlons maintenant de l'hypertension artérielle ou simplement de la tension. C'est un sujet distinct et très dangereux, surtout dans le contexte de la prise d'aspirine. Si votre tension est mal contrôlée, c'est-à-dire si votre tensiomètre affiche régulièrement des chiffres supérieurs à 14 ou 15, prendre de l'aspirine à ce moment-là, c'est vraiment jouer avec le feu. Une tension trop élevée met déjà vos vaisseaux sanguins sous pression, en particulier ceux du cerveau. Si vous y ajoutez la fluidification du sang due à l'aspirine, le risque d'accident vasculaire cérébral hémorragique, cet AVC dont nous parlions, explose littéralement. Voici la règle d'or que tout cardiologue vous donnera. Il faut d'abord stabiliser votre tension. Ce n'est qu'après cela, et seulement si c'est absolument nécessaire, que vous pourrez discuter d'un traitement à l'aspirine. Prendre ce médicament lorsque votre tension est incontrôlée est un geste que nous interdisons formellement. Et les diabétiques, dans tout ça, pendant longtemps, le diabète était vu comme un sésame automatique pour l'aspirine, car on partait du principe que ces personnes avaient un risque cardiovasculaire naturellement plus élevé. Cependant, des études récentes et très sérieuses, notamment l'étude ASCEND, ont révélé des résultats plus nuancés, voire mitigés. Certes, l'aspirine permettait de réduire le risque d'accident vasculaire grave chez les diabétiques. En revanche, elle augmentait de manière significative le risque d'hémorragie majeure. La conclusion des chercheurs est donc tombée et elle est sans appel. La prescription systématique d'aspirine à tous les diabétiques n'est plus de mise. Chaque cas doit désormais être évalué individuellement. Chez un patient diabétique qui ne présente pas déjà de maladie cardiaque avérée, les risques de saignement peuvent largement dépasser les bénéfices. C'est là un parfait exemple de la façon dont la médecine s'éloigne des ordonnances types et des prescriptions passe-partout pour aller vers une approche toujours plus personnalisée. Concentrons-nous sur les femmes. Pendant très longtemps, les études sur l'aspirine se concentraient presque exclusivement sur les hommes, partant du principe que le cœur féminin fonctionnait exactement de la même façon. Or, il s'avère qu'il y a des nuances importantes. Chez les femmes, l'aspirine est plus efficace pour prévenir l'AVC ischémique, l'accident vasculaire cérébral, tandis que chez les hommes, elle est surtout utile pour prévenir l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque. Ces différences sont liées aux particularités du système hormonal et de la structure des vaisseaux sanguins. Attention, le risque d'hémorragie ou de saignement est également souvent plus élevé chez les femmes, surtout en vieillissant. Leur organisme semble plus fragile face aux antiagrégants plaquettaires. Par conséquent, les femmes, en particulier après 65 ans, doivent faire preuve d'une double prudence avant de commencer à prendre ce traitement sans une raison médicale valable et bien établie. Il existe une autre menace cachée, c'est ce que l'on appelle l'effet de sevrage ou l'effet rebond. Beaucoup de personnes, et c'est souvent le cas chez nos aînés, décident d'arrêter l'aspirine d'un coup sec. Ils se disent « Ah, j'en ai assez, j'oublie mes doses, et puis mon estomac me pose problème », et ils cessent la prise du jour au lendemain. Attention, c'est une erreur monumentale. Quand vous enlevez brusquement ce frein qui s'occupe de vos plaquettes, l'organisme peut avoir une réaction excessive. Les plaquettes deviennent alors encore plus collantes qu'elles ne l'étaient avant le début du traitement. Cela augmente temporairement le risque de thrombose durant les premières semaines qui suivent l'arrêt. Si vous avez l'intention de cesser l'aspirine, il est crucial de le faire très progressivement et impérativement sous le contrôle de votre médecin traitant. Il pourra peut-être vous donner un traitement de substitution temporaire ou vous demander de diminuer la fréquence des prises par étapes. Alors, que doit-on faire lorsqu'on doit se rendre chez le dentiste ou qu'on est programmé pour une opération? C'est une question que tout le monde se pose. Autrefois, les chirurgiens exigeaient que l'on arrête l'aspirine une semaine avant toute intervention. Aujourd'hui, la stratégie a évolué. Pour les petites procédures, comme une simple extraction dentaire ou une opération de la cataracte, il n'est souvent plus nécessaire d'arrêter l'aspirine. Pourquoi? Car le risque de thrombose, c'est-à-dire la formation d'un caillot lié à l'arrêt du traitement, peut être bien plus grave qu'un petit saignement au niveau de la dent qu'il est facile de contrôler.
Cependant, pour les opérations plus lourdes, par exemple au niveau de l'abdomen ou du cerveau, il est impératif de l'interrompre. Dans ces cas-là, la décision finale est toujours prise par le chirurgien en collaboration avec votre cardiologue. Ne cachez jamais à votre médecin que vous prenez de l'aspirine, même s'il s'agit d'une dose minime. Ceci peut littéralement vous sauver la vie sur la table d'opération. Une question revient très souvent. Est-ce qu'on peut vraiment se passer de l'aspirine au profit de solutions naturelles? Beaucoup de gens cherchent une alternative, se tournant vers les compléments d'oméga 3, le curcuma, l'ail, ou espèrent simplement que boire beaucoup d'eau suffira. Soyons très clairs à ce sujet. Certes, une bonne hydratation est essentielle, et avoir le sang qui s'épaissit à cause de la déshydratation est dangereux. Cependant, ni l'eau, ni l'huile de poisson, ni même l'ail ne possèdent d'effet antiplaquettaire dont l'efficacité soit prouvée et comparable à celle de l'aspirine. Ces solutions naturelles ne peuvent pas bloquer l'agrégation plaquettaire avec la même puissance que les médicaments prescrits. Compter sur les compléments alimentaires pour remplacer entièrement un traitement médical, surtout si votre risque d'infarctus est élevé, est une illusion qui peut vous coûter très cher. Les remèdes naturels sont excellents pour le bien-être général et le soutien de l'organisme, mais ils ne sont absolument pas adaptés pour bloquer la formation d'un caillot dans une situation critique. Abordons également le sujet de l'association de médicaments que l'on nomme double thérapie antiplaquettaire. Il s'agit de prescrire de l'aspirine combinée à un autre traitement, comme le clopidogrel. Ce duo représente une intervention très puissante sur la coagulation sanguine. Généralement, cette thérapie est prescrite pendant 1 an après la pause d'un stent. Durant cette période, le patient devient particulièrement vulnérable au saignement. Le moindre choc ou coup se solde par un hématome important et la plus petite coupure mettra beaucoup de temps à s'arrêter de saigner. Durant cette année, la surveillance doit être maximale. L'arrêt non autorisé de l'un des 2 médicaments peut provoquer instantanément une thrombose du stent et entraîner la mort, tandis qu'un surdosage peut causer une hémorragie fatale. C'est une discipline de la plus haute importance en cardiologie où toute initiative personnelle est absolument inadmissible. Voici un point intéressant à propos de la goutte. Les personnes touchées par cette maladie doivent être conscientes que l'aspirine à faible dose, souvent prescrite pour la protection cardiovasculaire, ralentit l'élimination de l'acide urique par les reins. Cela peut déclencher une crise de goutte soudaine ou pire, aggraver l'état existant. C'est un véritable cercle vicieux. On soigne le cœur, mais on met les articulations à rude épreuve. Dans ce genre de situation, les médecins sont obligés de trouver des solutions de rechange ou d'ajuster la thérapie avec une extrême prudence tout en surveillant rigoureusement le taux d'acide urique. Ceci confirme, s'il le fallait, que dans le corps humain tout est lié. On ne peut pas traiter un organe de manière isolée sans que cela ait des répercussions sur le reste. Alors, faisons le point sous la forme d'une petite liste de vérifications. L'aspirine, ce n'est pas une simple vitamine ou un complément à prendre avec le thé. C'est un traitement sérieux qui a une action systémique puissante. Si vous avez déjà souffert d'un infarctus, d'un AVC ou si vous avez un stent, l'aspirine est votre allié. Là, le bénéfice est clairement supérieur au risque. En revanche, si vous êtes en pleine santé et que vous le prenez par simple crainte cardiaque, ce qu'on appelle la prévention primaire, la probabilité qu'il vous nuise est malheureusement plus élevée que celle qu'il vous sauve. Érosion de l'estomac, hémorragies internes cachées, risque d'AVC hémorragique, voilà le prix réel à payer pour une prévention qui n'est pas justifiée. N'oubliez pas que la médecine ne cesse d'évoluer. Ce qui était considéré comme une vérité absolue il y a 10 ans peut très bien être remis en question aujourd'hui. Votre santé est entre vos mains, forte des connaissances que vous possédez désormais. Toutes ces informations nous mènent à une conclusion simple mais absolument cruciale. L'époque où l'on prenait de l'aspirine de manière incontrôlée, simplement pour sa santé, est officiellement révolue. Nous avons bien compris que cette petite pilule peut autant sauver des vies qu'elle peut devenir la cause d'un grave problème, surtout si on l'utilise à mauvais escient. Le point de bascule en médecine est déjà là, et les nouveaux protocoles établis en 2022 en sont la preuve formelle. Le message essentiel à retenir de cette vidéo est le suivant. Ne commencez jamais l'aspirine de votre propre chef. Si vous en prenez depuis longtemps, surtout,
Ne l'arrêtez pas brutalement. Prenez plutôt rendez-vous avec votre cardiologue et posez-lui la question suivante. Est-ce que ce traitement est vraiment indispensable pour moi, surtout au vu des dernières données médicales? Cette simple consultation pourrait bien vous éviter un ulcère ou, pire, un accident vasculaire cérébral. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cette information utile et qu'elle a peut-être éclairci certaines de vos habitudes, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime. Cela permettra à la vidéo d'atteindre ceux qui en ont absolument besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à décrypter la médecine et à la démystifier. Et dites-nous dans les commentaires, vous ou vos proches, prenez-vous de l'aspirine en prévention? Et surtout, avez-vous abordé les risques avec votre médecin traitant? Parlons-en ensemble juste en dessous.